Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne dans plusieurs domaines, partant de la domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme. Donc, comme d'habitude, nous avons commencé cette édition par les activités présidentielles. En fait, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le prince Faisal bin Farhan, le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Selon le porte-parole de la présidence, le ministre saoudien des Affaires étrangères a souligné la profondeur des relations historiques qui unissent les deux pays et leurs peuples. Il a exprimé le souci du Royaume de renforcer les cadres de coopération stratégique entre deux pays à différents niveaux, en maintenant la coordination intensive avec l'Égypte sur diverses questions régionales et internationales. Pour sa part, le président Sisi a affirmé la particularité stratégique de relations égypto-saoudiennes qui représente un pilier pour la stabilité de la région. Le porte-parole a ajouté que la réunion avait porté sur la discussion de certaines questions des relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères ainsi que la consultation d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Jeudi 1er septembre, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Dimitris Kopelouzos, président du groupe grec Kopelouzos, pour discuter de la mise en place d'un câble électrique sous-marin qui transportait l'énergie renouvelable produite en Égypte et vers l'Europe via la Grèce. Donc, plus d'explications avec notre collègue Dalia Karam. Avec des accords de plus de 30 milliards de dollars dans le domaine de l'hydrogène et de l'ammoniac vert, signés le 25 août 2022, l'Égypte affiche son ambition claire et sérieuse de devenir un hub énergétique et un fournisseur mondial d'énergie propre. Jeudi 1er septembre, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Dimitris Kopelouzos, président du groupe grec Kopelouzos, pour discuter de la mise en place d'un câble électrique sous-marin qui transporterait l'énergie renouvelable produite en Égypte vers l'Europe. Concrètement, les deux parties discutaient de la mise en place de projets d'énergie solaire et éolienne qui permettraient de générer un total de 9,5 gigawatts d'électricité qui serait ensuite exportée vers l'Europe. La disponibilité d'infrastructures électriques modernes, de lignes de transmission, de réseaux de distribution et de contrôle de qualité permettrait à l'Égypte d'assurer le bon fonctionnement du projet. Ces discussions s'inscrivent dans la vision du président Abdel Fattah el-Sisi de faire de l'Égypte un point d'interconnexion de l'électricité entre l'Afrique et l'Europe. En septembre 2021, l'Égypte et la Grèce étaient déjà en pourparlers pour construire une connexion électrique sous-marine capable d'acheminer 2 gigawatts d'électricité à travers la Méditerranée. Se félicitant de ce partenariat et mettant l'accent une fois de plus sur l'ambition de l'Égypte de devenir un hub énergétique mondial, le président el-Sisi a souligné l'importance de renforcer la coopération conjointe avec la société grecque pour produire et transmettre de l'énergie propre. Une coopération qui ne servira pas seulement l'Égypte et la Grèce, mais aussi l'Europe et l'Afrique, consolidant ainsi la position de l'Égypte en tant que centre régional pour le commerce de toutes les formes d'énergie. Au vu des nombreux accords signés et discussions entamées récemment entre les autorités égyptiennes et des compagnies internationales, on peut dire que le pays est sur la bonne voie pour atteindre les ambitions qu'il s'est fixées en termes d'énergie propre. Si ce nouveau projet venait à se concrétiser, il propulserait l'Égypte au rang de l'un des plus grands producteurs et fournisseurs d'électricité à base d'énergie propre en Afrique. L'Égypte est l'un des principaux pays de la région dans le secteur de l'énergie. En fait, on trouve que c'est le grand titre de cette nouvelle, mais les explications, M. Claudio Descalzi, patron du groupe italien Eni, a salué les découvertes faites sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi qui ont eu un grand impact sur la réussite rapide du groupe, sur la production, plutôt dans la production du gaz naturel égyptien qui fait actuellement de l'Égypte l'un des principaux pays de la région dans le secteur de la production d'énergie et de son exportation au moment où le monde traversait une grave crise dans ce domaine. M. Descalzi a fait ses déclarations lors de l'entretien avec le président Sisi en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et du ministre du Pétrole Tariq El-Molla, ainsi qu'un nombre de responsables du groupe Eni. La rencontre a porté sur les activités actuelles et futures du groupe italien en Égypte,
en matière d'exploration, de production, ainsi que la coopération dans des projets d'énergie renouvelable. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rabi. La Chambre des représentants égyptienne accueille la 9e conférence annuelle de l'Association des secrétaires généraux des parlements arabes qui se tient les 4 et 5 septembre au siège de la Chambre des représentants. La conférence permettra aux secrétaires généraux des parlements arabes d'échanger des visions, des expériences sur le meilleur moyen d'aider les parlements à accomplir leurs tâches législatives. Il est à noter que le conseiller Ahmed Mana, secrétaire général de la Chambre des représentants, a été élu à l'unanimité vice-président de l'Assemblée des secrétaires généraux des parlements arabes lors des travaux de la 32e conférence de l'Union parlementaire arabe qui s'est tenue au Caire en février dernier, ce qui reflétait l'appréciation de la confiance des secrétaires généraux des parlements arabes dans les capacités et l'expertise du secrétariat général de la Chambre des représentants égyptienne dirigé par le conseiller Ahmed Manna. La 2e édition du Forum Égypte Coopération internationale se tiendra à la nouvelle capitale du 7 au 9 septembre. Il s'agit d'un rassemblement mondial exceptionnel auquel prendront part plusieurs pays de la région du Moyen-Orient de l'Afrique, des institutions de financement international, des partenaires de développement et des parties pertinentes des secteurs publics et privés de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le développement durable. Les explications tout de suite. Sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi et à 60 jours de la COP27, à la 2e édition du Forum Égypte Coopération Internationale, Égypte ICF se tiendra au nouveau capital du 7 au 9 septembre. Le forum est organisé par le ministère de la Coopération internationale en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique comme co-organisateur. La ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, a déclaré que la 2e édition de l'Égypte ICF est d'une importance particulière car elle sera lancée avant la COP27 et comprendra une réunion des ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement pour discuter de messages et de visions fédérateurs afin de mobiliser les efforts en vue de la journée de la finance. Mme El-Mashat a expliqué que le forum discutait de diverses questions de développement urgentes, notamment la stimulation de mécanismes de financement innovants et mixtes pour financer des projets et pour accroître la participation du secteur privé alors que nous passons des promesses à la mise en œuvre. Les activités de la 2e édition de l'Égypte ICF comprendront des panels, des ateliers, des tables rondes et des formations auxquelles participeront les entités concernées. Les objectifs de l'Égypte ICF sont conformes aux principaux objectifs de la COP27 qui inclut le passage des promesses à la mise en œuvre au niveau mondial. À cet égard, le forum met en avant 2 grands thèmes, la mobilisation des financements et l'accès au financement, le financement des projets d'atténuation et d'adaptation et les actions nationales. Il convient de noter que la l'Égypte ICF venue l'année dernière et a vu la participation de 1500 représentants de gouvernements d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux du secteur privé et de la société civile. La recommandation finale du forum de la première édition inclut la coopération multilatérale, le renforcement de la coopération sud-sud et triangulaire, les mécanismes pour faire avancer le programme de développement durable, la stimulation du secteur privé et la transition vers l'action climatique. Donc, passons à une autre nouvelle, plutôt à un autre reportage. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a rencontré lundi 29 août au Caire son homologue de Djibouti, M. Younis Ali Gueddi. Une visite officielle au cours de laquelle les 2 autorités ont discuté des moyens de consolider leur partenariat dans le domaine des hydrocarbures. Les explications tout de suite. Les pays dont l'industrie pétrolière est peu développée, renforcer les liens avec des États dotés d'une expertise avérée dans le secteur des hydrocarbures est un choix stratégique. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a rencontré lundi 29 août au Caire son homologue de Djibouti, Younis Ali Gueddi. Une visite officielle au cours de laquelle les 2 autorités ont discuté des moyens de consolider leur partenariat dans le domaine des hydrocarbures.
Dans le cadre de ces échanges, l'Égypte s'est engagée à aider Djibouti à rendre opérationnelle l'industrie pétrolière que le pays travaille à mettre en place. Ce soutien consistera principalement en un transfert de compétences et d'expertise couvrant tous les aspects techniques liés à l'exploitation pétrolière et gazière. Ceci se fera, a souligné le ministre du Pétrole dans le cadre d'un mémorandum d'accord paraphé en février 2022 par les dirigeants des deux nations en vue de s'associer dans le secteur des hydrocarbures. L'entente est conforme à une politique de rapprochement menée par le Caire pour accroître le niveau de coopération énergétique qu'entretient l'Égypte avec les pays d'Afrique dans leur ensemble. Notons que Djibouti mise sur la monétisation de l'or noir pour augmenter ses recettes publiques et booster son économie. Toutefois, les recherches engagées pour identifier les ressources pétrolières commercialement exploitables n'ont pas encore porté leurs fruits. Le pays est néanmoins un acteur stratégique de la région de la Corne de l'Afrique, notamment en ce qui concerne le transport des produits pétroliers destinés à l'Éthiopie. En 2019, l'Éthiopie et Djibouti ont convenu de la construction d'un pipeline. L'infrastructure est prévue pour acheminer du gaz issu du bassin d'Ogaden dans le sud-est éthiopien vers un terminal d'exportation situé côté djiboutien. L'infrastructure est prévue pour acheminer du gaz issu du bassin d'Ogaden dans le sud-est éthiopien vers un terminal d'exportation situé côté djiboutien. Globeleq a annoncé le 29 août avoir signé un protocole d'accord avec l'autorité générale égyptienne des énergies renouvelables, l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez et d'autres agences nationales pour développer conjointement une installation d'hydrogène vert à grande échelle dans la zone économique du canal de Suez. Les explications toujours avec notre collègue Talia Karam. Les égyptiennes ont récemment signé des accords d'une valeur globale de plus de 30 milliards de dollars avec des groupes énergétiques pour la production d'hydrogène vert. Globeleq a annoncé le 29 août avoir signé un protocole d'accord avec l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables, l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez et d'autres agences nationales pour développer conjointement une installation d'hydrogène vert à grande échelle dans la zone économique du canal de Suez. Plus précisément, Globeleq, en tant que développeur et investisseur principal, développera, financera, construira, possédera et exploitera le projet d'hydrogène vert qui sera développé en 3 phases, totalisant 3,6 gigawatts d'électrolyseurs et environ 9 gigawatts de production d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne. Cela débutera par un petit projet pilote utilisant un électrolyseur de 100 MW qui se concentrera initialement sur les engrais verts à base d'ammoniac, tout en envisageant d'autres utilisations finales de l'hydrogène vert à moyen et long terme. L'entreprise veut capitaliser sur les ressources éoliennes et solaires photovoltaïques d'Égypte, sur les infrastructures bien développées du pays et sur son cadre réglementaire favorable aux investissements pour produire de l'hydrogène de manière compétitive destinée à l'exportation et au marché local. Mike Shelley, PDG de Globeleq, a déclaré que l'Égypte était un pays clé pour Globeleq et qu'ils étaient ravis de soutenir l'ambitieux programme vert du gouvernement égyptien et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. La signature du protocole d'accord est intervenue le 24 août dernier alors que les autorités égyptiennes signaient cet accord d'une valeur globale de plus de 30 milliards de dollars avec plusieurs autres groupes énergétiques étrangers et locaux pour la construction d'unités de production d'hydrogène vert. Ces différents accords et les nombreux autres signés depuis le début de cette année témoignent de l'ambition très forte du pays de devenir un hub mondial de l'énergie en exploitant au maximum ses ressources et sa situation géographique très avantageuse. L'équipe féminine d'Égypte de handball des moins de 21 ans s'est qualifiée pour le mondial de handball après avoir battu son adversaire marocain sur le score 3-0 en demi-finale du championnat d'Afrique des nations de handball actuellement tenu à Kélibia en Tunisie. Les résultats du match étaient comme suit, 25-11, 25-8 et 25-12. Les handballeurs égyptiennes doivent rencontrer en finale de ce tournoi prévu dimanche le vainqueur du match de demi-finale opposant la Tunisie et le Cameroun.
Donc actuellement, nous devons passer à des nouvelles concernant le tourisme en Égypte. Et si vous allez consulter les sites du The Travel, vous allez trouver ce grand titre, les pyramides et la vallée des rois, parmi les plus beaux sites sur la planète. Comme vous regardez à l'écran, le célèbre site canadien The Travel a placé la vallée des rois, les fameuses pyramides, sur la liste des 10 endroits les plus beaux et merveilleux de la planète, invitant les amoureux de voyage autour du monde à visiter l'Égypte. Le site canadien a déclaré que la vallée des rois était située sur la rive ouest du Nil à Luxor et a attiré des visiteurs depuis des années grâce à sa nature étonnante. Et aucun voyage en Égypte ne serait complet sans explorer cette merveilleuse attraction. Le site The Travel considère les pyramides comme incontournables à visiter. Le site a également rappelé que l'histoire de grandes pyramides de Gizeh remonte à plus de 4500 ans et c'est l'une des 7 merveilles du monde. Notons que ces structures étaient les plus hauts bâtiments du monde depuis des milliers d'années et sont restées l'une des attractions les plus célèbres au monde. Sous l'Égypte ancienne, des monuments publics grandioses ont été érigés pour célébrer les pharaons, mais les édifices ne s'élevaient pas tous vers le ciel. Les mausolées souterrains sont autant de trésors d'architecture à l'abri de regards. Les portes du royaume des morts égyptiens, la vallée des rois offre un exceptionnel aperçu du passé antique. Les explications. Climatique internationale et à mettre en exécution les promesses sur la réduction des émissions, l'adaptation à la crise climatique et le soutien accordé aux pays en voie de développement pour supporter l'impact négatif des changements climatiques. Donc, il s'avère qu'il y avait un problème technique. Encore une fois, l'Égypte ancienne, ou sous l'Égypte ancienne, des monuments publics grandioses ont été érigés pour célébrer les pharaons, mais les édifices ne s'élevaient pas tous vers le ciel. Les mausolées souterrains sont autant de trésors d'architecture à l'abri de regards. Encore une fois, les portes du royaume des morts égyptiens, la vallée des rois, offrent un exceptionnel aperçu du passé antique. Donc, dans quelques instants, nous allons essayer de vous rediffuser ce reportage concernant la vallée des rois, l'ultime demeure des pharaons du Nouvel Empire. Toujours des explications de Dalia Karam. C'est dans la vallée des rois, sur la rive ouest du Nil et près de Luxor, qu'ont été placés les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire, de 1539 à 1075 avant Jésus-Christ, de Toutmosis I à Ramsès VI. À cette époque, la vallée est devenue un cimetière royal pour les pharaons, mais également les reines, les princes, les hauts dignitaires et les élites des 18e, 19e et 20e dynasties. Les tombeaux richement décorés sont une preuve de la préparation précautionneuse pour le nouveau monde, dans lequel les hommes pouvaient continuer à vivre et les pharaons rejoignaient les dieux. La momification était utilisée pour préserver le corps du défunt pour que son âme éternelle puisse se réincarner dans le royaume des morts. Les tombeaux souterrains étaient également chargés de tous les artifices et artefacts dont un souverain puisse avoir besoin dans l'autre monde. Des artefacts précieux, des masques d'or, des pierres précieuses, des sceptres et des effets plus communs entouraient le corps du mort. Les tombeaux étaient également remplis de nourriture et de boissons, dont du vin et de la bière, en vue d'un festin royal dans le Nouveau Monde. Les pilleurs de tombes et autres chasseurs de trésors et archéologues ont fouillé la vallée des rois depuis des siècles. Pourtant, la vallée leur réserve encore des surprises et certains mystères restent à percer. Beaucoup pensaient que les 62 tombeaux découverts avant 1922 constituaient l'ensemble des demeures mortuaires de la région, jusqu'à ce que Howard Carter découvre le tombeau de l'enfant roi Toutankhamon.
En 2005, une équipe menée par l'archéologue Otto Schaden a découvert un autre tombeau, le premier mis au jour depuis la découverte de celui de Toutankhamon. Le site nommé KV63 était à peine 15 mètres d'un mur du tombeau du célèbre pharaon. KV63 ne renfermait pas de momies, mais des sarcophages, des poteries, du lin, des fleurs et d'autres matériaux. D'aucuns pensent que cela signifiait la présence d'un autre tombeau tout près, non découvert à ce jour. La dernière demeure d'au moins un pharaon de la dynastie ramesside, Ramsès VIII, reste à découvrir et il y a fort à penser qu'elle se trouve elle aussi dans la vallée. Des indices pour de pareilles découvertes peuvent être trouvés dans les écrits anciens, faisant mention de tombeaux sans pour autant les identifier. Si de nouveaux tombeaux étaient mis au jour, ils ne seraient probablement pas intacts. Même si les entrées des tombeaux étaient secrètes, presque tous les tombeaux royaux ont été pillés à la fin de la 20e dynastie. Les archives égyptiennes font état de pillages et des sévères sanctions infligées à ceux qui en étaient reconnus coupables. Donc nous devons clôturer cette édition et c'est pourquoi je dois vous laisser actuellement avec une sorte de plongée dans la mer Rouge, spécialement dans un site tout à fait distingué, souvent appelé navire jumeau du SS Zistelgorm. Le Rosalie Molaire est une épave très populaire du nord de la mer Rouge, bien qu'adaptée aux plongeurs techniques seulement du fait de sa profondeur et de ses conditions de visibilité. Donc Dalia Karam va être en votre compagnie dans cette plongée dans la mer Rouge, dans ce site tout à fait unique au niveau de la mer Rouge. Et après ça, je dois vous laisser avec les explications et vous dire maintenant au revoir et à la prochaine. De l'épave du Rosalie Molaire est une excellente plongée profonde réservée aux plongeurs expérimentés. Vous pouvez soit plonger sur une seule bouteille, soit avec un équipement de plongée technique pour augmenter votre ton fond. Le Rosalie Molaire est le navire jumeau du très célèbre Zistelgorm, probablement la meilleure épave au monde. Cet ancien navire cargo long de 180 mètres transportant du charbon a été bombardé et coulé en octobre 1941 par un raid aérien allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Il gît à présent à 55 mètres de fond sur un fond sableux. Le pont principal est à 35 mètres de profondeur et le mât s'élève jusqu'à 18 mètres. Sur la partie la plus profonde de l'épave, vous pouvez toujours voir l'immense gouvernail et l'hélice ainsi que les échelles et rampes le long du pont. La cheminée du bateau gît sur un côté. Il est possible de pénétrer dans les cales et sur le pont, mais contrairement au Zistelgorm, il y a peu à voir car la plupart des artefacts ont été retirés. Le corail dur et mou recouvre la coque et offre d'excellentes opportunités photographiques. De plus, le récif artificiel attire une variété intéressante de vies marines comme des barracudas, des thons, des carangues à la recherche de leur prochain repas. Des requins de récif sont parfois aperçus. L'intérieur de l'épave est rempli de poissons de verre, de rascasses volantes et de meraux. Le Rosalie Molaire, un navire cargo transportant du charbon, a été bombardé et a coulé en 1941. L'épave est recouverte de coraux durs et mous et d'une abondance de vie marine. Le meilleur moyen d'explorer cette épave est en plongée technique. La meilleure façon d'explorer ce superbe site de plongée est à bord d'un bateau de croisière explorant le nord de la mer Rouge. Et vous aurez l'occasion d'explorer les autres excellents sites de la zone comme les 4 épaves d'Abu Nuwas. Vous pouvez plonger à épave Rosalie Molaire toute l'année.